Sénateur Basse. Alors, c'était la première interruption. Je ne sais pas s'il y en aura 5 comme avant hier. 3? Bien. Alors, je disais que l'initiative de ce projet de loi revenait à l'honorable Rona Ambrose en 2017. Pour elle, il s'agissait d'une façon de rétablir la confiance des victimes d'infractions de nature sexuelle, majoritairement des femmes, dans le système de justice canadien, fragilisé par des commentaires inacceptables de certains juges dans des affaires par la suite largement médiatisées. Quand je dis des commentaires inacceptables, je fais référence à des commentaires qui dénotent des stéréotypes, des préjugés ou une mauvaise compréhension de l'état du droit en matière d'infractions de nature sexuelle. These harmful myths and... Ces mythes et stéréotypes nuisibles comprennent ce qui suit. Que les femmes qui choisissent de rentrer chez elles avec un homme sont nécessairement consentantes à l'activité sexuelle. Que les femmes qui s'habillent de manière provocante ou qui flirtent le demandent, même lorsqu'elles disent non. Que les femmes qui ne résistent pas sont consentantes. Que les femmes crient au viol après une relation sexuelle consensuelle qu'elles regrettent par la suite. Et que les femmes qui ont consenti à une activité sexuelle consentent également à une activité sexuelle ultérieure. Avant 1983, lorsque le Canada a révisé ses lois sur les délits sexuels, ces mythes n'ont seulement infiltré nos salles d'audience, ils ont également éclairé les lois mêmes qui régissent les délits sexuels et, dans certains cas, ont même constitué des règles de droit. Par exemple, une femme devait crier et pleurer immédiatement après une agression sexuelle présumée si on voulait qu'elle soit crue. L'allégation d'agression sexuelle d'une femme devait être corroborée si elle voulait être crue. Et une femme sexuellement active était considérée comme étant plus susceptible de consentir à une activité sexuelle. Lorsque les articles 275, 274 et 277 du Code pénal sont entrés en vigueur en 1983, toutes ces règles ont dû être abrogées spécifiquement. Mais cela ne veut pas dire qu'elles étaient automatiquement effacées du cerveau de tous les avocats, policiers ou même juges du Canada. Les modifications de 1983 ainsi que les réformes adoptées dans les années 1990 et plus récemment en 2018 par le biais de l'ancien projet de loi C-51 ont répondu à de nombreux mythes et stéréotypes persistants. Nous avons maintenant un modèle d'agression sexuelle avec consentement positif en place au Canada, une approche qui est respectée dans le monde entier comme étant l'une des réponses les plus solides à ce type de crime. Aujourd'hui, la plupart des Canadiens doivent savoir que non signifie toujours non et que l'absence de consentement signifie toujours non. Le projet de loi C-51 a également précisé que le consentement préalable à une activité sexuelle n'est pas valide et que le consentement doit être continu ou présent tout au long de l'activité sexuelle. L'activité sexuelle ne peut être exercée, poursuivie avec une personne qui est momentanément inconsciente ou incapable de donner son consentement pour quelque raison que ce soit. Enfin, le projet de loi C-51 a renforcé les règles de procédure existantes qui protègent les victimes d'agressions sexuelles contre l'utilisation de certains types de preuves à leur sujet pour mettre en doute leur crédibilité, comme les questions sur leur partenaire ou activité sexuelle antérieure. Et pourtant, malgré ce cadre juridique solide et les conseils clairs donnés de temps à autre par la Cour suprême du Canada, nous voyons toujours ces mêmes mythes et stéréotypes influencer les décisions des tribunaux. Où les allégations d'agression sexuelle doivent être dénoncées. Dans l'enquête sociale générale sur la victimisation de 2014, menée par Statistique Canada, les victimes d'agressions sexuelles
ont fait état d'un niveau de confiance plus faible en la police que la population en général. À cela, il faut ajouter un système de justice qui semble lent et complexe et où, selon certains, les accusés sont mieux traités que les victimes. Des victimes se plaignent aussi du manque d'accompagnement dans le processus. Finalement, en matière d'infraction à caractère sexuel, il y a, dans la majorité des cas, pas de témoins et souvent l'issue du processus judiciaire repose sur l'appréciation de la crédibilité de la personne qui a porté plainte. Cela peut être perçu comme le procès de la victime plutôt que celui de l'accusé qui, lui, a droit au silence, et une forme de revictimisation de la personne qui a porté plainte. Ce mélange de faits et de perceptions à l'égard du système de justice dissuade sans doute plusieurs victimes de faire appel à la police et aux tribunaux. Toujours selon l'enquête sociale de 2014, seulement 5 des agressions sexuelles sont dénoncées à la police. Les raisons les plus fréquemment citées pour ne pas signaler une agression sexuelle sont le sentiment de ne pas être cru, la honte, l'embarras, l'ignorance de la possibilité de porter plainte et l'absence de soutien familial. Cela explique d'ailleurs en partie le phénomène du MeToo, moi aussi, sur les réseaux sociaux, où on peut dénoncer généralement sans risque l'auteur d'une agression. Cette forme de justice populaire n'offre cependant aucune garantie de recherche de la vérité, puisqu'elle n'est pas assujettie à l'épreuve des faits. C'est dans ce contexte que le projet de loi Ambrose a été présenté à l'autre endroit. À l'étape de l'étude en comité, le Comité de la condition féminine proposa quelques modifications dont la plus importante fut l'ajout du contexte social comme sujet dont devrait faire partie la formation offerte aux juges, en plus de celle en matière d'infraction à caractère sexuel. Puis, en mai 2017, le projet a été adopté unanimement en troisième lecture à la Chambre des communes, tous les partis politiques y voyant un moyen d'éviter certains dérapages lors des procès. Les commentaires des députés démontrent cependant qu'ils et elles étaient bien conscients que le projet de loi Ambrose n'était qu'une étape, certes importante, mais non suffisante pour encourager les victimes. Lorsque le projet de loi Ambrose est arrivé au Sénat le 16 mai 2017, il n'a pas bénéficié de la priorité des avantages procéduraux réservés au projet de loi émanant du gouvernement. Il a donc progressé lentement en deuxième lecture, étape qui dura 1 an. Les débats révèlent que des sénateurs, dont plusieurs qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, se sont inquiétés de divers aspects du projet de loi qu'ils considéraient soit excessifs, soit contraires au principe de l'indépendance des tribunaux. In Canada. Au Canada, nous avons beaucoup de chances plutôt d'avoir des juges indépendants. Un principe clé constitutionnel, l'indépendance des juges, veut dire que les juges décident d'une affaire selon son mérite et les tribunaux doivent gérer leurs affaires sans influence externe. Les juges ne doivent pas être sujets à l'interférence ou à l'influence de toutes sortes. Pour notre discussion aujourd'hui, l'indépendance des juges demande à ce que les juges gardent le contrôle de la gestion de leurs affaires. Cela inclut la discipline et la formation des juges. La loi sera finalement envoyée au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles le 31 mai 2018, où il devra patienter par moins de 12 mois avant d'être finalement considéré par le comité, qui a entendu de nombreux témoins, dont l'honorable Ambrose, et des représentants de l'Institut national de la magistrature et des milieux académiques. Grâce aux efforts de collaboration de plusieurs, dont la marraine du projet, l'ancienne sénatrice Anne Chuck, et des anciens sénateurs Joyal et Pratt, il a été possible de convenir unanimement en comité d'amendement au préambule et au contenu du projet de loi. Malheureusement, malgré de nombreux efforts, je n'ai pas réussi à obtenir une troisième lecture du projet de loi
avant la fin de la précédente législature en juin 2019. L'appui des députés pour le projet de loi n'est cependant pas disparu avec l'élection et les partis politiques ont promis de revenir à la charge après l'élection. Le 5 février 2020, le ministre de la Justice, l'honorable David Lametti, a déposé aux communes un projet de loi, cette fois-ci émanant du gouvernement, qui reprend le projet de loi Ambrose, tel qu'amendé par le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles. Ce projet de loi s'est rendu rapidement au Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, qui a entendu des représentants de la magistrature, des barreaux et d'organismes offrant du soutien aux survivantes d'agressions sexuelles. Puis la pandémie a frappé, interrompant les travaux du comité avant qu'il ne puisse faire rapport, suivi d'une prorogation en août 2020. C'est la fin de la deuxième tentative. Le 25 septembre 2020, le ministre Lametti a réintroduit le projet de loi, toujours sur le même titre, C3. Ce troisième essai donnera lieu à une courte étude en comité parlementaire, sans témoins additionnels à ceux entendus durant la session précédente, dont les témoignages furent versés devant le comité à nouveau. Ce nouveau comité a fait quelques changements, dont le plus important est de préciser que le contexte social inclut le racisme systémique et la discrimination systémique. Puis le projet de loi C3 a été adopté, encore une fois unanimement, à la Chambre des communes et se retrouve dans le format qui est maintenant devant nous. Honorables collègues, voilà qui complète l'historique du projet de loi qui vous est présenté. J'en viens maintenant au contenu du projet de loi. Le projet de loi Ambrose prévoyait que toute personne susceptible d'être nommée à une cour supérieure provinciale nommée par le gouvernement fédéral devait avoir suivi un cours complet et à jour sur le droit et le contexte social des agressions sexuelles avant sa nomination. Bref, c'était une condition qui devait être remplie avant de soumettre sa candidature, ce qui impliquait la disponibilité de cours appropriés donnés par les barreaux ou d'autres organisations, et la possibilité des commissaires d'évaluer le secrétaire. Obligations pour le Conseil canadien de la magistrature, une entité créée par la loi sur les juges, composée des juges en chef et juges en chef adjoints de chacune des cours supérieures du Canada et des cours d'appel du Canada, dont les cours fédérales, et dont les opérations sont financées par le Parlement, qui distribue pas moins de 30 millions de dollars annuellement au Conseil pour son fonctionnement. Parmi ces obligations, il y avait celle au Conseil de faire rapport annuellement sur le nombre de dossiers d'agressions sexuelles dont ont été saisis des juges à travers le Canada qui n'ont jamais participé à une formation en cette matière. Cela constituait une forme claire d'interférence dans la gestion des tribunaux. Finalement, le projet de loi Ambrose dictait au Conseil le contenu de la formation à donner aux juges, y compris les groupes qui devaient participer obligatoirement à l'élaboration du contenu des cours. Tous ces éléments allaient trop loin et compromettaient l'indépendance du pouvoir judiciaire. Heureusement, le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles y a remédié. Cela dit, tout comme le projet de loi Ambrose, le projet de loi C3 vise un objectif fondamental, à savoir garantir que les victimes d'agressions sexuelles puissent faire confiance au système de justice pénale et que les décisions rendues dans les procédures pour agression sexuelle le soient conformément à la loi, aux faits, et sans recourir, consciemment ou non, aux stéréotypes, aux mythes et aux préjugés. À cette fin, le projet de loi modifie le Code criminel pour exiger de tous les juges qu'ils expliquent dans leurs décisions les raisons pour lesquelles une personne a été acquittée, déclarée coupable, libérée, après avoir été déclarée coupable, déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou déclarée inapte à subir un procès. Cela permettra aux plaignants, à l'accusé, aux parties, aux médias
et au cours d'appel de comprendre pleinement le raisonnement du juge qui a rendu la décision, y compris les raisons qui l'ont amené à conclure comme il ou elle l'a fait, afin de s'assurer que ce n'est pas seulement juridiquement solide, mais aussi dépourvu de préjugés, de stéréotypes et de mythes. Le devoir de transparence est très important pour maintenir la confiance dans le système judiciaire. Mais j'ajouterais que le devoir de motivation, en réduisant le risque d'erreur, réduit la probabilité d'appel et de nouveaux procès, qui oblige la plaignante à témoigner à nouveau et à revivre des événements traumatisants. En résumé, lorsque les Canadiens interagissent avec nos tribunaux, ils doivent être sûrs qu'ils seront traités avec dignité, respect et compréhension. Les survivants d'une agression sexuelle doivent pouvoir être sûrs que la loi dans ce domaine sera appliquée avec soin et correctement. Et qu'ils auront accès aux motifs de la décision prise dans leur cas. C'est ce que feraient les amendements au Code criminel du projet de loi C3, applicable à tous les juges nommés par les provinces et le gouvernement fédéral dans tout le Canada. Cela devrait accroître la confiance en notre système judiciaire, améliorer la transparence et rendre nos tribunaux plus réactifs et plus ouverts à tous les Canadiens. Nous aussi aider les tribunaux à faire les choses correctement du premier coup. Il est clair qu'adopter des amendements au Code criminel ne suffit pas. Nous devons nous assurer que les juges, les avocats, les policiers comprennent bien le droit relatif aux agressions sexuelles, les conséquences des infractions sexuelles sur les victimes et le contexte social dans lequel ces infractions se produisent. C'est pourquoi le projet de loi propose aussi d'encourager la fourniture de la meilleure formation possible aux juges nommés par le gouvernement fédéral. À cet effet, le projet de loi modifie la loi sur les juges, une loi régissant le processus de nomination des juges des cours supérieures provinciales, la rémunération et autres avantages de tous les juges nommés par le gouvernement fédéral, leur formation et leur discipline. The bill will amend the judge. Le projet de loi modifiera la loi sur les juges afin de limiter l'éligibilité à la nomination aux cours supérieures provinciales aux personnes qui acceptent de participer, après leur nomination, à une formation sur le droit et le contexte social des agressions sexuelles. Cette mesure garantira que chaque juge nouvellement nommé à une cour supérieure provinciale commence sa carrière judiciaire par cette formation essentielle. Le projet de loi invite le Conseil canadien de la magistrature à élaborer des formations portant sur des questions liées aux droits relatifs aux agressions sexuelles, après consultation des personnes, groupes ou organismes que le Conseil estime indiqués, tels des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, ainsi que les groupes et organismes qui les appuient, et à offrir ces cours à tous les juges, les nouveaux comme ceux déjà en poste. Il faut souligner, Madame la Présidente, que le Conseil conçoit en pratique ces cours avec l'aide de l'Institut national de la magistrature, un organisme indépendant, sans but lucratif, dirigé par des juges et qui est le principal fournisseur de formation destinée aux juges du Canada. Grâce au dévouement et aux efforts du Conseil et de l'Institut national de la magistrature, le Canada est un des chefs de file mondial dans la formation des juges. Bill C3. Le projet de loi C3 se concentre sur deux domaines particuliers de l'éducation judiciaire. La formation aux questions liées à la loi sur les agressions sexuelles et la formation au contexte social, y compris le racisme systémique et la discrimination systémique. Comme je l'ai dit précédemment, en parlant du contexte législatif de ce projet de loi, la loi relative aux infractions sexuelles a été souvent modifiée depuis 1983. Diverses modifications ont été apportées en vue de protéger les plaignantes contre les questions intrusives et non pertinentes, de limiter les recherches dans les dossiers médicaux et autres des plaignantes,
de définir le consentement, etc. Malheureusement, certaines dispositions du Code criminel ont été rendues plus longues et plus complexes, ce qui augmente le risque d'erreur de la part des avocats et des juges. Pour réduire le risque d'erreur, le projet de loi invite l'avocat, ou le conseil plutôt, à fournir davantage de formation sur le droit des infractions sexuelles et les juges à profiter de ces cours. Chaque année, environ 6 millions des 30 millions de dollars fournis au conseil par les contribuables sont consacrés à la formation des juges. En ce qui concerne le contexte social, je dirais que chaque individu existe dans un contexte social, composé des différents facteurs qui se recoupent pour avoir un impact sur les expériences et la réalité de chaque personne. Il s'agit notamment de la pauvreté, du sexe, de l'identité sexuelle, du handicap ou des mauvais traitements historiques, tels que ceux subis par les peuples autochtones. L'éducation au contexte social aborde toutes ces questions, à la fois individuellement et ensemble, et elle est conçue pour sensibiliser les juges et leur apprendre à veiller à ce que toutes les personnes soient traitées avec dignité, respect et surtout de manière égale. Le racisme systémique et la discrimination systémique peuvent avoir un impact sur l'accès d'une personne à l'emploi, aux services publics, au logement, aux opportunités économiques et à la prestation de services publics, tels que les soins de santé et la justice. Pour de nombreuses personnes, en particulier les peuples autochtones, les Noirs et les Canadiens racialisés, le racisme systémique et la discrimination systémique sont des réalités vécues dans le système judiciaire et bien au-delà, comme cela a été souligné en juin dernier lors de notre débat d'urgence sur le racisme systémique. Le Canada dispose d'un cadre juridique et politique solide pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination systémique. Ce cadre comprend la Charte canadienne des droits et libertés, les lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne, le Code criminel et la loi sur le multiculturalisme canadien, ainsi que d'autres lois. L'article 15 de la Charte, par exemple, interdit la discrimination par tous les paliers de gouvernement. La loi sur le multiculturalisme canadien reconnaît et promeut la diversité culturelle, raciale et religieuse de la société canadienne et reconnaît la liberté de tous les membres de la société canadienne de préserver, d'améliorer et de partager leur patrimoine culturel et religieux. Le Code criminel exige que les juges examinent, aux fins de la détermination de la peine, si un crime commis était motivé par des préjugés ou de la haine. Il s'agit d'outils utiles pour lutter contre le racisme et la discrimination systémique. Cependant, pour que ces outils soient efficaces, ils doivent être bien compris et correctement appliqués par un système de justice conscient du contexte social et sensible aux expériences de chaque personne qui interagit avec les tribunaux. Le projet de loi C3 concerne la formation des juges dans le contexte social et cette exigence fait partie des efforts déployés pour traiter de ces questions. L'inclusion du racisme systémique et de la discrimination systémique dans la définition de la formation sur le contexte social vise à souligner l'importance que le Parlement accorde à la reconnaissance et à la prise en compte de son impact pernicieux et destructeur. Aller au tribunal peut être stressant et difficile. Lorsque les Canadiens interagissent avec nos tribunaux, ils ne devraient pas supporter le stress accru que représente la confrontation de mythes et de stéréotypes nuisibles. Ils ne devraient pas non plus être confrontés à un système qui n'est pas conscient de leur contexte social, y compris la manière dont le racisme et la discrimination systémique peuvent avoir un impact sur leur vie. La formation des juges sur le contexte social vise à développer les compétences et la sensibilisation dont les juges ont besoin pour s'assurer que toute personne
qui interagit avec les tribunaux soit confronté à un système de justice réceptif, respectueux et inclusif. En plus des interactions au sein des tribunaux, l'information sur le contexte social est pertinente pour les décisions judiciaires. Les préjugés personnels ou sociétaux, les mythes et les stéréotypes n'ont pas leur place dans la prise de décision judiciaire. L'information sur le contexte social fournit aux juges les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour s'assurer que les décisions sont exemptes de ces considérations inappropriées. Au cours de leur carrière, les juges interagissent avec des personnes qui mettent en évidence la richesse de la diversité canadienne. La formation sur le contexte social fournit aux juges les compétences, les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour les aider à faire en sorte que les salles d'audience soient accueillantes à l'égard de cette diversité. L'exigence de formation sur le contexte social prévue par le projet de loi C3 garantit aux Canadiens que les juges des cours supérieures nouvellement nommés et ceux qui y sont depuis longtemps commenceront leur carrière ou continueront leur carrière en ayant accès à cette importante formation. D'amendement à la loi sur les juges en lien avec cette formation judiciaire. À mon avis, ils ont tort. Le projet de loi C3, tel que désormais rédigé, respecte pleinement l'indépendance de la magistrature. Il est soigneusement conçu de façon à établir un équilibre entre la nécessité d'accroître la confiance du public à l'endroit de notre système de justice et du besoin de préserver le plein contrôle de la magistrature sur la formation des juges. L'obligation faite aux candidats à la magistrature ne vise pas des juges en exercice. Elle constitue plutôt une condition d'emploi, de plus pour le poste convoité, et ce, afin d'être en mesure de mieux servir les justiciables canadiens. Quant à l'invitation au Conseil de la magistrature de s'assurer que de la formation est disponible pour tous les juges, elle ne constitue pas une nouveauté. En effet, la magistrature a compris depuis fort longtemps que la formation continue un outil à privilégier. La fonction de magistrat requiert non seulement une bonne formation, une capacité d'écoute et d'empathie, mais aussi, comme pour toutes les autres professions, le devoir de se tenir à jour et de se perfectionner. Dans le document intitulé « Principes de déontologie judiciaire », adopté par le Conseil canadien de la magistrature à l'intention des juges de nomination fédérale, il est mentionné, et je cite, « le constant souci d'accroître les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour bien juger constitue un des aspects importants de la diligence attendue de chaque juge. Cette obligation suppose que les juges participent à des programmes de formation permanente et qu'ils poursuivent des études personnelles. » Fin de la citation. Dans ce document, on parle aussi de l'obligation des juges de, et je cite, « tout mettre en œuvre pour identifier les attitudes fondées sur les stéréotypes, les mythes ou les préjugés, y être sensible et les corriger. » Fin de la citation. Donc, ce que le Parlement fait, il ne fait que supporter l'effort du Conseil de la magistrature et l'inciter à continuer dans cette direction. Cela amène certains à dire qu'il n'est pas nécessaire d'en traiter dans la loi, puisque cela est déjà fait, est déjà partie de la réalité du monde judiciaire. Mais je vous le dis, qu'il y a-t-il de mal à ce que le Parlement, qui autorise le financement de la formation des juges, souligne au Conseil de la magistrature et à l'ensemble des juges l'importance de cette question pour l'ensemble des Canadiens. En réalité, le Parlement a autant d'intérêt que le Conseil de la magistrature à encourager la formation continue des juges afin de maintenir, voire d'augmenter la confiance des justiciables envers nos tribunaux, des éléments importants de notre système de gouvernance comme pays, sans lesquels une véritable démocratie ne peut exister. Lastly, enfin, par une nouvelle modification de la loi sur les juges, ce projet de loi invite le Conseil à présenter au ministre de la Justice des rapports annuels sur le contexte social et les séminaires sur lorsqu'il y a des situations d'agression sexuelle
Ces rapports comprendraient une description du contenu de chaque séminaire et du nombre de juges présents. Dès réception de ce rapport, le ministre de la Justice sera tenu de le déposer devant chaque chambre du Parlement. L'invitation à rendre compte au Conseil à travers un rapport annuel, ensuite remis à travers un rapport annuel remis au ministre de la Justice, dont copie sera déposée devant les deux chambres, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas une obligation, mais qu'elle est une suggestion, une invitation faite au Conseil de la magistrature. Les mots choisis de la loi telle qu'amendée à la Chambre des communes le font bien ressortir. Il demeure cependant qu'il s'agit d'une façon d'assurer la transparence par le Conseil, un organisme créé par une loi du Parlement fédéral et financé entièrement par des fonds alloués annuellement par le Parlement. Je rappelle que le budget annuel du Conseil s'élève à 30 millions de dollars, dont 6 millions pour la formation des juges. De plus, le gouvernement a été autorisé par le Parlement, dans le budget de 2019, à augmenter les sommes accordées à la formation des juges de 5 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. L'indépendance judiciaire est fondamentale, mais elle ne saurait justifier l'absence de reddition de comptes quant à l'utilisation des fonds publics. Comme c'est d'ailleurs le cas pour les dépenses et les frais des juges qui sont maintenant rendus publics à tous les trimestres. De plus, il est normal que le Conseil explique aux Canadiens son fonctionnement, ses objectifs et l'ensemble des cours qu'il donne ou offre aux juges afin de rendre aux Canadiens les meilleurs services de justice possibles. Non seulement on peut parler de transparence, ce qui est toujours nécessaire quand on parle d'utilisation de fonds publics, mais aussi j'y vois une possibilité pour la magistrature, qui est tenue un devoir de réserve, de communiquer au grand public annuellement des informations susceptibles d'augmenter la confiance des Canadiens à l'égard de notre système de justice. C'est donc une plateforme que nous offrons à la magistrature, plus qu'une obligation. Finalement, j'aimerais réitérer que le langage utilisé a été modifié par le Comité de la justice et des droits de la personne afin de bien faire ressortir qu'il ne s'agit pas d'une mesure ordonnée au Conseil de la magistrature, mais bien d'une invitation de fournir des renseignements, le tout afin de bien marquer le respect du Parlement pour l'indépendance des tribunaux et l'administration de la justice, comme d'ailleurs l'indique le préambule du projet de loi, où on peut lire, et je cite, « Attendu que le Parlement reconnaît l'importance qui doit être accordée à l'indépendance judiciaire. » Fin de la citation. En terminant, honorables sénatrices et sénateurs, je me réjouis que le travail important fait par le Sénat en 2019 ait été incorporé dans ce projet de loi. Le Sénat a démontré, encore une fois, son utilité comme chambre de réflexion et d'analyse et comme gardien des grands principes énoncés par notre Constitution, notamment celui de la séparation des pouvoirs et de la nécessaire indépendance des juges et des tribunaux. Honorable Senators, Honorables sénateurs, il est grand temps que l'histoire législative de ce projet de loi connaisse une fin heureuse et que le Parlement adopte ce projet de loi destiné à renforcer la confiance des victimes d'agressions sexuelles dans le système judiciaire. Ce projet de loi reconnaîtrait que ces victimes méritent d'être traitées par des juges qui connaissent très bien la loi et doivent se prémunir contre les mythes, les préjugés et les stéréotypes lorsqu'ils statuent sur des affaires d'infractions sexuelles. Merci.